Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui passionne tout le monde, évidemment. Vu les performances passées sur cette thématique, je veux parler évidemment des small et des mid-cap de la zone euro. Et pour cela, rien de mieux que d'avoir un spécialiste à nos côtés. Donc, c'est un grand honneur aujourd'hui pour moi de voir Jean-Luc à mes côtés pour cette présentation. Donc, Jean-Luc Ménard, qui est le gérant justement du fonds que nous allons couvrir aujourd'hui, donc le fonds CMAM Small et Mid-Cap Euro. Alors, c'est un fonds que Jean-Luc gère avec Jean-Louis Delay, son binôme on va dire, pas de toujours, mais depuis longtemps. Et ça fait 10 ans notamment, presque, puisqu'ils ont repris la gestion de ce fonds en 2012. Donc on est bientôt à 10 ans. Et quand on voit les résultats qu'ils ont obtenus, on se dit que ils ont peut-être compris des choses que j'aimerais bien comprendre, que j'aimerais bien connaître aussi. C'est vrai quand on voit que depuis la création, enfin depuis la reprise de leur gestion, ils ont fait 310%, qu'ils sont au premier quartile, quelle que soit la période considérée. Quatrième sur 62 candidats sur l'ensemble de la période, sixième sur 100 sur 5 ans, et puis sur les 3 dernières années, sixième sur 137. Voilà, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, ce qui leur vaut une très belle 5e étoile en termes de notation Morningstar. Sur le long terme, vous pouvez voir effectivement qu'en termes de surperformance par rapport à un indice, je précise qu'il y a un indice dividende réinvesti, donc c'est l'Eurostoxx Small Net Return, donc dividende réinvesti. Le fonds surperforme, il fait le double de performance tout simplement sur 10 ans. Donc évidemment, ce n'est pas le fruit du hasard. Pour pouvoir performer depuis si longtemps et régulièrement dans cet univers, qui est un univers très concurrentiel, qui est relativement compliqué, il faut avoir de la méthode. Et pour cela, je crois que Jean-Luc a beaucoup de choses à nous raconter. Il va nous parler de son process de gestion, parce que je crois il y a un point clé notamment dans le process de gestion qui m'a beaucoup marqué la première fois que Jean-Luc et Jean-Louis me l'ont présenté, m'ont parlé du fonds quand ils ont rejoint notre structure. Et notamment moi j'ai envie de dire que c'est presque la pierre angulaire, enfin une des pierres angulaires, une des pièces maîtresses de leur process, c'est tout leur système de scoring en fait qui permet d'identifier soit des valeurs qu'ils n'auraient pas forcément vues autrement, ou alors effectivement des valeurs sur lesquelles il y aurait peut-être trop d'affect et de pouvoir s'en détacher pour effectivement les mettre en warning éventuellement négatif si c'est en portefeuille. Voilà, et j'aimais bien aussi, Jean-Luc, tu m'as raconté ça hier par téléphone, comment cette histoire de scoring est venue s'intégrer dans le process. Voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément comment vous fonctionnez, revenir un peu sur ce système de scoring, je pense qu'il est relativement important dans votre process. Puis je crois qu'il y a eu quelques changements quand même assez notables au cours des derniers mois dans votre process. Vous avez intégré certaines choses. Donc je vais te laisser en parler puisque tu le feras beaucoup mieux que quiconque. Donc Jean-Luc, je te laisse la parole. Bien, merci William pour cette introduction fort sympathique. Je vais essayer, oui, d'intéresser l'auditoire par ce temps qui se prête bien au webinaire, hein, effectivement. On n'est pas vraiment en terrasse. Sur le process d'investissement, effectivement, on a 4 étapes et la première, c'est le scoring interne que mentionnait William. C'est un outil, alors effectivement, tu parlais de la genèse de cet outil, c'est qu'à un moment, en tant qu'équipe de gestion, on en avait assez de passer à côté de sociétés et de se rendre compte à la fin de l'année, au mois de novembre, au mois de décembre, que telle ou telle société avait fait une très belle performance et que tout simplement on n'avait peut-être même pas vu du tout. Donc on a mis en place ce scoring interne hein, qui est basé sur plusieurs critères, sur notamment des critères de révision des bénéfices sur les derniers mois, de critères de croissance des bénéfices, tout ceci basé sur les données du consensus qu'on récupère sur Bloomberg. Donc là, ce que mentionnait William, c'est un outil froid, c'est-à-dire qu'on ne met pas du tout d'affect dedans. On compare des chiffres et des sociétés les unes par rapport aux autres. Et dans un outil, dans un univers défini, par exemple, en ce qui nous concerne les petites et moyennes valeurs de la zone euro, on va avoir un classement. Imaginons qu'on ait 500 sociétés entre telle ou telle taille de capitalisation. On va avoir un classement froid de 1 à 500 de ces 500 sociétés-là. Et là, charge à nous après, effectivement, de voir si dans les sociétés qui sont les mieux classées,
il y a des sociétés à étudier, des sociétés qui sont plus intéressantes que d'autres, et charge aussi à nous, de temps en temps, de se poser des questions sur des sociétés que nous pouvons avoir en portefeuille et qui, malheureusement, sont en train de dériver dans le scoring, par exemple, passer petit à petit de la 100e place à la 200e, à la 300e, à la 400e. Donc c'est vraiment un radar qui permet de se poser des questions sur les sociétés que nous n'avons pas et qui se retrouvent très bien classées ou qui montent petit à petit dans ce scoring parce qu'il y a un intérêt, parce qu'il y a des bonnes publications de résultats, parce qu'il y a un management qui est en train de dérouler une stratégie. Et à contrario, ce que nous avons et qui est mal classé, de réfléchir si ces sociétés méritent toujours, finalement, d'être en bonne place ou d'avoir une place importante ou peut-être moins importante, mais d'être toujours dans le fond. Donc c'est une sorte de beauty contest, et surtout dans les phases, je dirais, où il y a un peu de changement de paradigme sur le marché, quand il y a des choses nouvelles qui se produisent, ça permet vraiment de réfléchir, de se poser sur la composition du fonds et vraiment d'intégrer de nouvelles idées. On en parlera par la suite donc sur les exemples que nous présenterons de sociétés. L'autre point de ce scoring, bien évidemment, on a l'autre point du process d'investissement. On a toujours cette approche d'analyser les sociétés qui vont être ou qui seraient des candidats pour être intégrés dans le fonds, donc par une analyse du modèle économique. Il y a un deuxième point qui est vraiment central, c'est l'évaluation je dirais, du potentiel des sociétés dans le temps, alors que par un modèle de valorisation interne on regarde à 2022, 2023, 2024 parfois, pour certaines sociétés qui nous donnent des perspectives un peu plus longues, on peut regarder jusqu'à 2025, voire plus loin, pour voir un peu le chemin de potentielle création de valeur de ces sociétés, si tant est que le management délivre suivant ce qui est donné par le management. Et on peut également mettre des chiffres que nous escomptons pour voir ce que ça peut donner dans le temps. Alors c'est très important ce modèle aussi, autant que le scoring, parce que ça nous permet vraiment d'être le plus possible main forte quand on a par exemple des revers sur le marché, ça arrive bien évidemment, et de se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, j'ai mon modèle, est-ce que les hypothèses tiennent toujours la route? Oui. J'ai toujours du potentiel, oui, le titre a peut-être revenu, rebaissé. Il faut toujours que je le garde, je vais tenir ces positions-là parce que j'ai confiance dans le management, parce que j'ai toujours des perspectives. Et même peut-être parfois, quand on est dans des phases de volatilité importante du marché ou de baisse sévère, de se poser la question de se dire, effectivement, est-ce que j'en mets? Est-ce que je complète ma position parce que j'ai vraiment confiance et j'ai du potentiel? Et c'est là normalement où vraiment on arrive à faire de la performance. On a intégré, tu le mentionnais William tout à l'heure, on a intégré depuis une petite année maintenant une approche extra-financière dans notre gestion, dans notre processus d'investissement, et on l'a intégré au cœur de notre processus et donc aussi dans le modèle de valorisation avec un système de bonus-malus. Suivant la note ESG de la société, note qui est donnée par le pôle finance responsable et durable du Crédit Mutuel Asset Management. Et donc c'est un pur système de bonus-malus. Donc les élèves, on va dire, bien notés sous cet angle ESG, verront leur coût moyen pondéré du capital abaisser, et donc de facto on montera le potentiel qu'on aura sur le titre en fonction des perspectives de la société. Par contre, les mauvais élèves, eux, verront un malus, et donc ça grèvera le potentiel des sociétés. Donc ça, c'est une première étape pour intégrer des critères extra-financiers, et on va le retrouver après aussi dans la construction du portefeuille. Alors, deux grandes idées dans la construction du portefeuille. Bon, la première, si possible, effectivement, c'est d'avoir le plus souvent raison, pas toujours simple, et d'avoir raison dans le temps, parce que c'est là où on est convaincu, depuis maintenant près de 10 ans que nous gérons ce fonds, que là, on peut créer vraiment de la performance pour les porteurs de parts. C'est en identifiant les bonnes sociétés, c'est pas toujours le plus simple, et en les portant à long terme, quand bien évidemment on a
un management qui déroule sa stratégie, ça se passe bien, voire même une accélération par un déploiement dans une géographie, par une acquisition d'une brique soit technologique, soit d'un nouveau pays, entrée sur un nouveau pays supplémentaire, et qui là vraiment permet de faire de la performance à long terme. Donc vous l'aurez compris, le modèle de valorisation là vraiment est clé pour arriver à porter les positions à long terme, du moins celles qui vraiment apportent de la performance. On n'hésitera pas, et on en parlait d'ailleurs hier avec William, on n'hésitera pas il y a des positions qu'on a depuis très longtemps dans le portefeuille, ça fait certaines plus de 9 ans, on n'hésitera pas à sortir de positions qui malheureusement ne délivrent pas, qui ne sont pas au rendez-vous, où on a des déceptions, parce qu'on a aussi conscience, on parle toujours des côtés positifs, mais il y a aussi un côté négatif qui est la destruction de valeur. Quand on a une société qui n'est pas au rendez-vous et qui malheureusement n'a pas de performance. Et là, on peut perdre du temps, alors que, bien évidemment, si on revient sur le scoring dont on parlait, il y a une compétition entre les sociétés, il y a des sociétés qui feront mieux que d'autres, et effectivement, il faut essayer de maximiser celles qui vont bien faire, mais il faut aussi essayer de minimiser celles qui vont mal faire. Donc, on a vraiment cette double approche. Et pour terminer sur cette partie, l'intégration de critères extra-financiers, elle est aussi au cœur du portefeuille, parce qu'on veut avoir un fonds qui pondérait donc, des poids de chaque position à une note ESG qui sera supérieure à celle de son benchmark de référence. Donc vous voyez, les critères extra-financiers sont rentrés dans une double approche sur notre processus de gestion. Alors, justement, pour compléter, par rapport justement à ta construction du portefeuille, alors moi je le sais puisqu'on se connaît depuis un petit moment, en fait tu articules la construction de ton portefeuille autour de certaines grandes tendances qui sont structurantes finalement dans tes décisions, dans tes choix de gestion et de construction de portefeuille, de stock picking. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu justement quelles sont les grandes tendances que tu as identifiées, comment tu les implémentes et finalement quelle est l'orientation que tu as dans ton fonds actuellement? Alors on est persuadé que les grandes tendances sont vraiment un moteur de performance très puissant pour les sociétés. Une société qui est bien positionnée et qui en plus bénéficie d'une grande tendance à l'œuvre va vraiment voir à la fois chiffre d'affaires mais aussi marge progresser de manière fort sympathique dans les années à venir, parce qu'il y a une sorte de, ce qu'on appelle nous là, une sorte de double poussée. Donc on va arriver sur ces grandes tendances. Alors on en a mis 4 ici, mais il peut y en avoir d'autres bien évidemment. La première sur l'innovation avec des noms bien connus que l'on voit. Là, on va retrouver toutes les thématiques de digitalisation, de l'automatisation de l'économie qui sont vraiment au cœur actuellement de ce qui se passe. On va trouver des sociétés comme Téléperformance dans la gestion de la relation client externalisée. On va trouver une société comme Kion, le groupe allemand, qui est notamment à la fois sur les chariots élévateurs, mais à la fois aussi sur l'automatisation des entrepôts. Et là, vous me voyez arriver avec ce qui s'est passé malheureusement en 2020. On a un e-commerce qui a vraiment poussé très très fort. Et donc une société comme Kion en bénéficie bien évidemment parce que tous les Amazon, Co de la Terre ont des besoins en logistique terribles et ont besoin d'automatiser un maximum pour faire face à la demande accrue des consommateurs. On a une société comme Worldline aussi dans l'écosystème du paiement. Alors ça, on est très convaincu par ce qui se passe dans l'écosystème du paiement et le fait qu'on va utiliser de plus en plus, qu'on va laisser de plus en plus derrière nous le liquide comme moyen de paiement qui reste encore un des moyens de paiement, ou si ce n'est le moyen de paiement au niveau mondial le plus utilisé, mais qu'on va petit à petit migrer vers des moyens de paiement plus digitaux. Et donc cette partie vraiment innovation, alors c'est un thème qui peut être commun à toutes les sociétés bien évidemment parce qu'on est dans un monde très concurrentiel, il faut vraiment innover pour gagner ou même garder ses parts de marché dans certains domaines. Il y a 2 thématiques vraiment qui ont été, je dirais qu'on a beaucoup renforcées dans le fond. Maintenant, quand je regarde un peu sur un an et demi, un peu plus au long cours, cette thématique du bien-être et la thématique d'une économie, de la transition vers une économie plus durable. Et là, on va retrouver, donc dans la thématique du bien-être, on retrouve des sociétés
comme Seb et Delonghi. On retrouve des valeurs de luxe comme Moncler. Là, on est vraiment on est sur une grande tendance qui à un moment, l'année dernière, et ce qui s'est passé en mars a été fortement impacté parce que le tourisme s'est arrêté du jour pour le lendemain. Mais plus que le tourisme, on voit aussi que la tendance d'avoir de plus en plus de consommateurs au niveau mondial ne s'est finalement jamais arrêtée. On a toujours plus de consommateurs et de classes moyennes, notamment dans les pays émergents, qui veulent consommer. Et on le retrouve très très bien dans les ventes de groupes comme Seb, comme Delonghi, avec l'attrait aussi au niveau mondial pour le café, dans des marques de luxe type Moncler. Et l'autre sujet, l'autre thématique qui nous semble très intéressante et sur lequel nous avons aussi pas mal travaillé, c'est sur la transition vers une économie plus durable. Bon, c'est lancé, les sociétés en ont bien conscience, tout le monde accélère, les gouvernements en plus jouent le jeu depuis des années et en plus accélèrent sur cette thématique avec des plans de relance. Et là, on trouve un écosystème de sociétés vraiment très intéressant. On peut en mentionner 3. Et pour tout vous dire, ce sont 3 sociétés qui n'étaient pas dans le fond, par exemple, il y a 2 ans. Alors, ce sont 3 sociétés qu'on a trouvées par le scoring. Donc, je reviens sur ce que disait William tout à l'heure. Effectivement, le scoring nous aide aussi à trouver des sociétés qu'on n'aurait peut-être pas vues par nous-mêmes. Et ça nous met la puce à l'oreille. Et donc, 3 sociétés, Signify, Alphen et Befesa. Alors, Signify, donc un des leaders mondiaux dans le secteur de l'éclairage. Alors, vous allez me dire, pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une transition qui s'opère. On a eu une première transition qui est allée des ampoules classiques vers les LED, où ça a permis d'économiser 50 à 60% d'énergie. Et on est en train, là maintenant, de passer vers la LED connectée, donc l'éclairage connecté. Et là, dans les ventes de Signify, c'est en train de pousser très très fort. Alors ça n'est encore une vingtaine de pourcents dans les ventes de ce groupe-là, mais c'est en train de pousser très très fort. Ça va encore plus pousser dans les années à venir avec les plans de relance. Et en plus, ce qui est sympathique pour la société, c'est qu'il y a moins de concurrence. Il y avait beaucoup de concurrence dans les ampoules classiques, il y en a un peu moins dans les LED, et il y en a beaucoup moins dans l'éclairage connecté, qui fait appel quand même à des logiciels assez pointus. Et Signify se retrouve en bonne place. Donc là, on est sur une société, si on parle, vous l'avez vu en connaissant certaines des sociétés qu'on a déjà évoquées, qui sont sur des valorisations un peu plus élevées, voire même bien plus élevées. Signify, on est sur une société un peu plus hybride en termes de valorisation, parce qu'on a une partie du portefeuille qui marche très très bien, et on a une partie du portefeuille qui avait des croissances moins fortes. Mais nous, ce que nous croyons en investissant dans Signify maintenant, c'est que cette partie qui a une très forte croissance va continuer de progresser, et petit à petit va monter dans les ventes du groupe et va améliorer la marge. Befesa sur l'économie circulaire, donc le recyclage des poussières d'aluminium, notamment, très intéressant parce que beaucoup de barrières à l'entrée et surtout un groupe qui est leader aussi mondial, qui est en train d'opérer une acquisition sur un concurrent américain, donc qui va rajouter, quand on parlait tout à l'heure, des briques supplémentaires qui pouvaient être apportées par une acquisition. Là, on est en plein dedans. Et sur la capacité d'un groupe vraiment à extraire des synergies et à faire croître ses revenus et ses marges, on est dedans. Et en plus, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que le marché chinois commence vraiment s'ouvre vraiment. Là, ça y est, c'est un sujet qui est pris en compte parce que la Chine veut aussi accélérer sur ces sujets-là. Et donc, Befesa est actuellement en train de mettre en route deux usines. Et donc, ce qui est assez sympathique quand on voit le management de Befesa, c'est qu'ils nous disent que pour cette région de Chine où ils implémentent 2 nouvelles usines, ça correspond finalement à la taille de l'Allemagne et du Portugal. Donc, ça remet toujours les choses en place. Donc, toujours une société très intéressante. Et la petite dernière, Alphen. Alphen qui est vraiment au cœur de la transition énergétique, qui fait à la fois des réseaux intelligents. Alors c'est une société qui a
c'est pas une société qui a 10 ans d'existence, hein, plus de 50 ans d'existence, Alphen, donc très bien positionné aux Pays-Bas. Et on est à la fois là dans les réseaux intelligents, dans le stockage d'énergie et dans les bornes de recharge de véhicules électriques. Et si j'avais juste un chiffre à donner sur Alphen, qui est très bien implanté aux Pays-Bas bien évidemment, c'est qu'il y a quelques semaines, ils ont eu une commande pour 4000 bornes de recharge de véhicules électriques et que les Pays-Bas, à l'horizon 2030, vont en avoir 2 millions. Donc ça donne toujours une idée du chemin qui reste à parcourir. Et pour finir assez rapidement sur le dernier thème, la longévité, ça c'est vraiment, si j'ai envie de dire, le thème au long cours, avec des sociétés bien connues que nous portons depuis de nombreuses années. Je reviens rapidement avec ce slide sur les performances, notamment sur le comportement du fonds en fonction des différents cycles de marché. Alors très simplement, hein, on va essayer de simplifier ce slide si vous ne le connaissez pas. Il y a 4 colonnes. Tout en haut, ce sont les performances mensuelles. Tout en haut, ce sont les performances mensuelles de l'indice, hein, donc de l'Eurostock Small Net Return. À gauche, lorsque l'indice a des performances inférieures à moins 5%, donc des marchés très baissiers. Puis plus on va vers la gauche, plus les marchés sont favorables. Et tout à droite, c'est lorsque les marchés sont très porteurs avec une performance mensuelle supérieure à 5%. Ce qu'on observe, sans rentrer dans le détail des chiffres, c'est que tout ce qui est bleu foncé, c'est quand les périodes où le fonds fait mieux que l'indice. Donc ce qu'on voit de façon très claire, c'est que plus les marchés sont compliqués, plus le fonds surperforme. Et en fait, d'un point de vue statistique, c'est ce qu'on voit en bas dans la dernière ligne où il y a la fréquence. Globalement, en fait, si vous regardez la petite case tout en bas à droite, c'est 11%. 11%, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a 11% des mois où le marché fait plus de 5% par mois. Et en fait, dans ce cadre-là, effectivement, c'est le marché le plus défavorable. Mais dans l'ensemble des autres scénarios, finalement, le fonds fait globalement mieux que l'indice. C'est ce qui va en fait en partie expliquer cette surperformance sur la durée, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les investisseurs long terme, le fonds résiste beaucoup mieux quand ça chahute, quand il y a de la volatilité. Même quand les marchés sont légèrement positifs, ça fonctionne bien. Voilà, c'est vraiment quand les marchés sont vraiment très très forts où tu fais un petit peu moins bien, Jean-Luc. Mais sur la durée, en tout cas, ça paye. Et voilà, c'est ce que ce slide est censé montrer. Je crois que tu peux nous parler peut-être de certaines Oui. décompositions. Oui, décomposition. Merci, William. Alors, sur la répartition géographique, un point important par rapport aux années précédentes, j'ai envie de dire, c'est que on a une quatrième jambe maintenant avec je ne sais pas si quatrième jambe était le terme approprié, mais on a un nouveau pays qui rentre vraiment maintenant dans la composition du fonds, c'est les Pays-Bas. Alors, c'est vrai que je vous ai parlé de Signify, d'Alphen, donc c'est bien de retrouver ces sociétés néerlandaises dans cette répartition géographique. Mais oui, on est donc sur 4 pays principalement, France, Allemagne, Italie et Pays-Bas. Et après, vous le voyez, c'est vrai qu'on a la partie... alors on a toujours... la frontière est très ténue entre l'industrie et la technologie, donc il faut le regarder un peu de manière globale, hein. C'est vrai qu'on a pas mal de sociétés, je dirais, de technologie, et on a des sociétés industrielles, mais qui se rapprochent de sociétés technologiques, hein, bien évidemment, avec l'utilisation des logiciels maintenant qui est nécessaire quand on a une valeur industrielle. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la partie bien de consommation qui est ce qui était mentionné sur des valeurs comme Seb et Delonghi, qui a progressé ces derniers temps, et pour refléter ce qu'on voit et ce qu'on pressent en termes de dynamique de croissance pour les prochaines années. Je finirai rapidement sur les 10 principales lignes, pour dire qu'on a un portefeuille où on essaie quand même j'ai envie de dire, de concentrer le feu sur vraiment les convictions. Donc on va retrouver 69% sur les 30 premières. Et vous le voyez avec des sociétés mentionnées tout à l'heure à dessein dans les principaux thèmes. Et pour certaines qui sont portées par le fonds depuis de très longue date, comme Sartorius Stedim, comme
comme Téléperformance ou encore Worldline, pour ne citer qu'elle. Très bien. Merci Jean-Luc. N'hésitez pas encore, vous avez encore un petit peu de temps si vous voulez poser toutes vos questions dans la zone en bas, je crois à droite de votre écran. Vous avez une zone de chat où vous pouvez poser toutes vos questions. La première qui nous est parvenue, c'est Jean-Luc, y a-t-il une autre valeur en fait de ton portefeuille que tu n'aurais pas couvert dans la présentation, mais que tu souhaiterais partager avec nous aujourd'hui? Oui, si on revient sur la slide des thèmes, on parlait à un moment du bien-être aussi, et c'est notamment par le développement des activités sportives. Et là, on a une société qui nous intéresse beaucoup, ça fait pas mal de temps qu'on est positionné dessus. C'est la société italienne Technogym qui produit des appareils de sport, que ce soit des rameurs, des vélos, enfin tout ce qui permet de faire du sport soit en salle, soit chez soi, et qui a vraiment une approche qui nous intéresse beaucoup parce que il y a le développement aussi d'applications, il y a le développement de logiciels par derrière, ce qui fait que c'est vraiment entraînant, et il y a des produits vraiment assez haut de gamme et de bonne qualité. Et donc ça, c'est vraiment une société qui nous intéresse dans ce thème-là, à côté donc des valeurs qu'on a mentionnées précédemment, et qu'on a été amené, je dirais, dernièrement, une fois qu'on a eu un peu plus, bien évidemment, de visibilité sur la réouverture des économies, parce que c'est quand même une partie de l'activité qui est liée à la réouverture des salles de sport, qu'on a pu renforcer dans le fonds notamment. Merci Jean-Luc. Peut-être tu nous as parlé des belles histoires. Donc c'est très bien, effectivement, on le voit dans les perfs, c'est top, il y a beaucoup plus de belles histoires que de moins bonnes. Espérer. Mais est-ce que tu peux quand même nous parler de quelque chose qui serait peut-être un peu moins bien passé, une déception peut-être cette année? Oui, c'est une année, assez particulière, hein. On a des écarts assez nets en termes de performance, on a des allers-retours sur le marché. Dans le portefeuille, et ce qui était mentionné sur la thématique de l'innovation notamment, oui, depuis le début de l'année, dans le fond, on a de belles positions sur l'écosystème du paiement, notamment sur des sociétés comme Worldline, bien évidemment, sur le comparable, si j'ai envie de dire, italien, Nexi, parce nous sommes très convaincus de la création de valeur de ces sociétés-là dans les prochaines années. En plus, c'est un écosystème qui est en train de se concentrer au niveau européen, qui suit ce qui s'est passé aux États-Unis il y a maintenant quelques années, où il y a eu la création de très grands groupes. Et donc, comme c'est je dirais une activité qui cherche les économies d'échelle, c'est une activité de taille, hein, faut être de plus en plus gros, et ça permet d'avoir ces marges qui progressent, bien évidemment. Donc on est très convaincus, mais force est de constater que depuis le début de l'année, les performances par rapport à des indices, et notamment en zone euro, qui sont très très bien comportés, les performances sont en retrait. Donc là-dessus, on reste convaincu à moyen long terme. On prend en compte le fait, effectivement, on ne s'attendait pas à que la situation sanitaire dure aussi longtemps en Europe, et notamment en 2021. Donc ça a eu un impact sur ces sociétés, qui sont très liées au tourisme et donc au voyage d'affaires, bien évidemment. Donc c'est des volumes qui sont en moins, mais on pense que ça arrivera, et on voit il y a toujours de l'appétit pour la consolidation dans ce secteur, et donc on pense que ça restera un gagnant, je dirais, à moyen long terme. Deuxième point, si j'ai encore un peu de temps, c'est vrai que la partie automobile dans les petites et moyennes valeurs a moins bien performé, même assez nettement, que les constructeurs automobiles, ce qu'on peut voir sur les grands indices. Et c'est vrai qu'on est peut-être, oui, un peu déçu pour l'instant. Ça s'explique aussi par certaines disruptions, pour faire du mauvais franglais, dans la chaîne, notamment avec les semi-conducteurs. Mais on n'a pas eu la performance qu'on attendait sur cette partie-là du portefeuille. On espère qu'on l'aura, je dirais, dans les prochains semestres. Il y a encore une question sur le scoring. Visiblement, ça fait parler, ça fait réfléchir.
C'est vrai qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais on nous demande si tu as une illustration dans un cas de figure, dans la situation actuelle. Comment tu l'aurais utilisé, comment tu as pu l'utiliser récemment, on va dire, dans la situation actuelle. On a eu le scoring nous a alerté, c'était notamment en milieu d'année dernière, avec on a eu la remontée de beaucoup de sociétés cycliques sur l'amélioration et notamment en premier lieu l'amélioration de la situation économique en Chine, hein, qui repartait plus vite, qui était rentré avant nous dans la crise du Covid et qui en est sorti avant. Et donc on a eu cette première alerte, donc ce qui nous a poussé bien évidemment à se poser des questions sur certaines valeurs, je dirais un peu plus liées au cycle, valeurs industrielles, toujours bien évidemment des valeurs avec des modèles économiques compréhensibles et assez solides pour qu'on puisse les porter dans le temps, même si parfois les performances ne sont pas toujours au rendez-vous. Et plus récemment, oui, quelques exemples qu'on a donnés. Alors Alphen, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, qu'elle est ressortie vraiment très très bien. Signify, c'est un peu plus récent, je dirais que ça fait 1 année qu'on a commencé à la voir arriver dans le scoring. Befesa à peu près pareil aussi, 1 petite année. Donc on a petit à petit des sociétés qui arrivent et donc sur lesquelles on doit se poser des questions, bien évidemment étudier le modèle économique, mais voilà. Donc le scoring participe vraiment au renouvellement, parce on a des sociétés qu'on porte depuis de longue date et dont, tant mieux, qui étaient des petites valeurs, qui sont passées moyennes, qui sont devenues des grandes valeurs. Vous avez certaines valeurs, on peut me le dire, qu'on a évoquées, qui sont maintenant devenues plus grosses, qui ont même intégré le CAC 40 pour certaines. On reste convaincu qu'il y a encore des choses à faire dessus. Mais bien évidemment, dans le fond, il faut renouveler aussi. Et là, le scoring vraiment prend tout son sens d'apporteur de nouvelles idées, de poil à gratter un petit peu en train de se dire, tiens, cette société-là, ça performe bien, je vais l'étudier, je vais regarder, on m'en parle, et je vais voir s'il faut l'intégrer dans le portefeuille. Merci Jean-Luc. Alors je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Toujours pas d'autres questions? Non, on m'indique que c'est terminé, qu'on a peut-être légèrement dépassé. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a intéressé. On espère que ce fut le cas. Vous avez appris beaucoup de choses. On était heureux d'être avec vous cet après-midi. On vous remercie et on vous dit au revoir à... Ah, je crois qu'une petite question qui arrive au dernier moment. Alors, oui, les logos des entreprises sur la présentation représentent vos partenaires, point d'interrogation. Est-ce que c'est les partenaires, tous les partenaires sur ce slide? Non, ce sont des exemples. D'illustrations. Oui, okay. Des illustrations, tout à fait. Okay. Il n'y a pas d'autres questions? Non, on me fait signe que, a priori, c'était la dernière question. Écoutez, merci à tous, merci pour votre attention, merci Jean-Luc, merci de nous avoir expliqué tout ça, d'avoir été transparent. On se tient à votre disposition, que ce soit moi, que ce soit votre contact commercial privilégié au sein de Crédit Mutuel Investment Managers. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Et si vous partez en vacances d'ici là, passez de très bonnes vacances. À bientôt. Au revoir. Au revoir.